Chers amis téléspectateurs, bonjour et merci d'être avec nous pour ce numéro de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV. Nous sommes très honorés de votre présence en ligne aujourd'hui. Moïse Agbeyi-Gans au micro et à la réalisation de cette émission pour vous. Nous recevons des invités de marque. Mais bien avant de commencer, je vous demanderai tout simplement de partager cette émission disponible sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, bien entendu. Ils nous font l'honneur, chers amis, donc de nous honorer encore de leur temps pour disséquer les thématiques qui vous intéressent aujourd'hui. Comme vous le voyez à votre écran, nous irons au Mali pour parler donc de la suspension des activités de l'opposition et à quand donc la fin de la transition. Nous parlerons également du Togo par rapport à la constitution, à la modification de la constitution en lien avec l'annulation des manifestations de l'opposition. Et nous irons également, puisque c'est le début des campagnes électorales concernant donc les élections législatives et régionales, nous en parlerons avec nos invités. Pour répondre à nos interrogations aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir 3 invités pour votre plaisir et je tiens à les remercier pour leur temps qu'ils nous accordent aujourd'hui. Merci à tous et à chacun de vous. Chers amis, je vous présente le premier invité, Monsieur Apom Léandre. Il est donc défenseur des droits de l'homme et analyste. Nous avons aussi par Duplessis depuis Bruxelles, professeur Pini Pini, un habitué de la maison, consultant politique et enseignant d'université qui nous honore de sa présence. Merci professeur d'être avec nous. Depuis Lomé, on reçoit donc en chair et en os un aîné, Monsieur Tété Credo. Il est journaliste et analyste politique, une image à ne plus présenter à tous les téléspectateurs qui suivent donc l'actualité africaine et l'actualité togolaise dans toute sa diversité. Avec eux, donc, nous irons pour disséquer les thématiques qui vous intéressent. Alors, 2 minutes 30 pour répondre à chacune de nos questions et avec nos invités. Et pour vous qui allez nous appeler sur le +1 319 462 89 119, vous aurez juste 2 minutes pour poser votre question ou intervenir. Bien entendu, vous êtes sur la bonne antenne au bon moment. Alors, merci à tous et à chacun de vous d'être avec nous. Nous abordons donc ainsi donc le premier sujet de ce jour, puisque nous avons donc beaucoup de questions à poser à nos invités. Nous irons avec le Mali, donc afin donc de réduire définitivement, selon la classe politique, la haute autorité de la communication a invité tous les médias à arrêter toute diffusion et publication des activités des partis et des activités à caractère politique des associations dans un communiqué diffusé jeudi dernier, disons le 11 avril dernier. Merci. Alors, première question, pour lever un peu plus l'équivoque. Il faut dire aussi que les autorités maliennes ne se sont pas encore prononcées sur donc la fin de la transition, et c'est ce qui nous intéresse aussi dans cette émission. Monsieur Tété Credo, je vais commencer par vous pour qu'on puisse tester encore aussi votre connexion. Dites-nous, qu'est-ce qui explique le silence des autorités maliennes sur la fin de la transition? Non, je crois que suivre bien les activités qui se déroulent du côté du Mali et la posture qu'adoptent les nouvelles autorités de ce pays, donc c'est la question sécuritaire qui est mise en avance. Mais est-ce que on peut tabler uniquement sur les questions sécuritaires auxquelles font face le Mali pour essayer de mettre fin aux activités des partis politiques dans le pays? Je dirais non, parce que les activités des partis politiques participent également à la vitalité démocratique que nous souhaitons pour ce pays. Maintenant, lorsque les autorités du Mali ont pris la décision le 11 avril dernier, nous avons vu que immédiatement la haute autorité de la communication du Mali a également sorti un communiqué. Mais dans la progression, les journalistes maliens ont également sorti une réaction pour juger, disons, illégale cette décision de la HAC, de la haute autorité, et par ricochet, cette décision des nouvelles autorités militaires du Mali. Donc, pour une vitalité démocratique, donc je crois qu'on devrait permettre
à tous les acteurs de la nation de participer au débat pour essayer de l'enrichir. Les questions sécuritaires qui sont avancées par les autorités du Mali sont une réalité, mais cela ne saurait justifier, disons intégralement, cette prise de décision que je trouve un peu, disons, abusive. Voilà donc le décor qui vient d'être planté par Monsieur Credo Tété. Alors, professeur, vous suivez aussi l'actualité au Mali, vous êtes panafricaniste, si je me permets de le dire ainsi, puisque vous avez écrit beaucoup donc de livres. Aujourd'hui, les autorités maliennes sont un peu silencieuses sur la fin de la transition. Qu'en dites-vous? D'abord, bonjour à tous nos téléspectateurs et merci beaucoup de m'avoir invité. Je salue également mes copanalistes. Donc, la question qui se pose au Mali, il faut savoir que la transition a démarré dans la conjoncture actuelle en 2021 et les activités des partis politiques ont toujours été permises. D'ailleurs, ce sont des partis politiques qui sont allés demander aux militaires de venir les rejoindre pour mettre en place une transition qui serait libératrice pour le Mali. Et les autorités, c'est-à-dire les militaires, travaillent avec des partis politiques. Les M5, ce sont eux qui ont proposé le Premier ministre actuel et le gouvernement qui est formé. C'est un gouvernement qui est en grande partie formé par des politiques, par des civils. Donc les militaires que l'on accuse sont une petite minorité. Donc c'est pour dire que l'activité politique n'a jamais été interdite. D'ailleurs, en ce moment ici, il y a le dialogue qui est programmé, qui est appelé, qui devrait avoir lieu, je crois, ce jour ici, pour justement pour pouvoir donner un cadre, définir un cadre par rapport à la transition, parce qu'ils ont expliqué qu'il y a eu des problèmes qui se sont posés, indépendamment de la volonté du gouvernement, qui ont fait que n'a pas pu aller aux élections à la date qui était prévue le 26 mars de cette année ici. Donc, et c'était déjà expliqué depuis bien longtemps. Ce qui a fait fâcher le gouvernement, si on peut dire, c'est cette sortie qui a eu lieu, c'était le 31 là. Cette sortie-là qui est venue pour dire que maintenant tout était mis à plat, tout était fini. Il devait absolument, quelques gouvernements devaient presque même démissionner pour pouvoir organiser des élections. Mais ça serait mettre le pays dans une situation de chaos généralisé. C'est pas comme cela. Ils auraient pu aller en concertation, et donc le temps que la concertation était déjà prévue. Pourquoi ils ont fait des sorties pour mettre le pays en ébullition? Donc c'est ça que les autorités ont évité, que le pays puisse aller entrer en ébullition dans une situation qui est celle-là, comme a dit mon prédécesseur, qui a un problème de sécurité très grave. Le pays n'est pas encore pacifié complètement. Les poches de résistance des terroristes ne sont pas encore nombreuses. Donc il faut arriver à mettre tout cela en ordre pour qu'il y ait vraiment des élections. Parce que comment voulez-vous qu'il y ait des élections alors qu'il y aura peut-être des coins du pays qu'on ne pourrait pas que les politiciens ne pourraient pas atteindre. Donc il faudra que tous les pays soient pacifiés. Je crois que c'est cela. Donc je veux dire que ce n'est pas que l'activité politique est interdite, mais c'est une certaine façon de se prononcer qui est interdite parce que ça peut mettre des pays en ébullition et ça ce n'est pas du tout, ce n'est pas ce qui est l'intérêt. Dans l'intérêt du Mali, que le pays puisse être aujourd'hui en ébullition. Donc, que nos amis là puissent se tempérer et qu'ils reviennent sur le bon sentiment
et le pays va retrouver sa sérénité. Voilà, donc je crois que je peux le dire dans le premier temps. Alors, Monsieur Apom Léandre, vous aussi, vous êtes analyste politique et vous voyez donc l'actualité. Dites-nous, est-ce que ces raisons sont suffisantes pour qu'on puisse ne pas se prononcer, puisqu'il y a un déficit de communication, comme le disent certains analystes? Oui, je crois que le problème malien est plus profond que ça. Et ce qui a amené peut-être les autorités maliennes à suspendre ces médias et également les activités politiques, c'est le fait que il y a une ligne droite qui est observée, et la conquête de la souveraineté du Mali. Et bon, je dirais que quelque part, les autorités militaires ont commis une faute en annonçant que le 26 mars sera la fin de la transition. C'était peut-être là aussi l'erreur des autorités. Le 26 mars est passé et il y a la fin de la transition n'est pas proclamée, et donc la classe politique était donc en droit de réagir, et c'est ce qui se passe. Seulement que c'est devenu comme un tapage, une sorte de brouhaha qui est en train donc peut-être de fragiliser la ligne de départ qui était donc de reconquérir la souveraineté du Mali. Les autorités se sont rendues compte que le travail n'est pas terminé et qu'il faille vraiment se concentrer sur cette ligne-là. Et donc, peut-être que la communication devrait être que Assimi Goïta et son équipe devraient annoncer avant le 26 que la mission n'était pas encore terminée et qu'ils voudraient prolonger pour parachever cette lutte contre les djihadistes. Parce que, comme le professeur l'a dit, en état de guerre, les élections ne sont pas possibles. La preuve, Kidal était occupé. Et c'est grâce aux militaires que Kidal a été libéré. S'il y avait les élections avant la libération de Kidal, Kidal sera cette partie-là du Mali qui sera mis hors jeu parce que on ne pourra pas accéder à ce territoire-là pour voter, pour permettre aux citoyens de choisir librement leur candidat. Donc c'est une réalité qui est là. Peut-être qu'il a manqué de communication à ce niveau, mais je crois que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la classe politique devra comprendre l'enjeu et aller peut-être à des concertations que d'organiser des manifestations pour créer encore un autre chaos, alors qu'on est déjà en train d'affronter des djihadistes impitoyables. Je crois que les autorités ont annoncé d'ailleurs des dialogues qui vont se tenir en fin d'année, je crois en décembre, et peut-être qu'à partir de là, les discussions vont être faites, les obstacles vont être relevés, les échecs vont être relevés, et ensuite, je crois ils vont s'entendre sur la démarche à suivre afin d'impliquer les uns et les autres. Sinon, descendre dans les rues, organiser des manifestations pour créer un chaos dans le pays va favoriser plutôt le renforcement des djihadistes qui vont revenir en force. Voilà un peu mon analyse de la situation. Alors, Monsieur Tété Credo, d'autres disent que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'opposition est dans l'impasse. Mais est-ce que, en arrêtant ou en suspendant, par exemple, les activités de l'opposition, met en péril la démocratie malienne? Oui, je dirais dans une certaine mesure, oui. Dans une certaine mesure, oui. Pourquoi? Parce que c'est la participation à l'animation de la vie politique qui donne, disons, de la vie également à la démocratie. Je conviens avec les deux autres panélistes lorsqu'ils ont parlé d'un déficit de communication. Mais moi, j'irai loin pour dire qu'il y a, disons, un manque d'explication. Le cadre du dialogue n'est pas assez ficelé
Et également, on peut reprocher aux autorités militaires du Mali de n'avoir pas anticipé, parce que c'était le 26 mars qui est la fin de la transition. Ils ont vu, et même les politiques maliens ont constaté de visu que les questions sécuritaires ne sont pas encore totalement abordées ou bien anéanties. Et ils en sont conscients. Et le peuple malien est regardant sur les efforts que fournissent les autorités du Mali en termes de sécurisation du pays. Mon cher aîné Apom a parlé de la région de Kidal. Donc ce fut un espoir pour les autorités maliennes de reprendre possession de Kidal. Mais après Kidal, est-ce qu'il n'y a pas d'autres régions? Est-ce que la capitale même de Bamako est assez sécurisée pour permettre, disons, une fluidité d'action ou bien d'activité politique dans le pays? Donc, personne ne saurait tabler pour dire oui, la sécurité est, disons, d'office est établie dans le pays. Mais la touche d'anticipation a manqué et cela a tellement, disons, impacté sur les réactions des hommes politiques. Parce que lorsque nous avons pris connaissance de la décision des autorités maliennes du 11 avril de suspendre, donc ils parlent de discussion stérile et de subversion. Qu'est-ce qu'on met dans discussion stérile et subversion? Donc, ce sont uniquement les autorités maliennes qui pourront nous le dire. Et lorsque on veut, c'est vrai, la question sécuritaire, elle est, disons, d'office, disons, du domaine des corps habillés, mais on doit également, disons, échanger avec toutes les couches de la société pour avoir leur implication afin de mener une lutte assez efficace pour booster hors du pays les terroristes. Ce qui a commencé par la reprise de la région de Kidal, il faudrait programmer cela. Maintenant, il y a aussi un autre point et je suis d'avis. Est-ce qu'en période d'insécurité, on peut parler d'élection? D'office, je dirais non. Parce qu'une élection et la présidentielle signifierait que tous les acteurs politiques puissent aller dans toutes les régions du pays pour faire campagne, pour battre campagne et pour mener des activités politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, si nous prenons outre Bamako, si nous prenons une autre région, même Kidal, est-ce que tous les acteurs politiques peuvent y aller? Donc, je ne saurais répondre par l'affirmative. Mais il y a ce besoin de communication, il y a ce besoin de dialogue. Et les autorités maliennes, peut-être énervées par des comportements politiques, devraient plutôt privilégier la voie de dialogue, la voie de discussion, pour qu'ensemble, le peuple malien, ensemble avec les acteurs du pays, puisse travailler main dans la main pour aboutir à une sécurisation du pays et ensuite penser à organiser des élections. Penser à organiser des élections. Vous avez beaucoup mentionné la voie du dialogue, vous avez prôné la voie du dialogue. Alors, professeur Evo, dans ce cas précis ou dans ce cas d'espèce, que faire exactement pour trouver solution? D'abord, je ne pense pas que l'anticipation du gouvernement aurait arrêté les élans de cette opposition-là, qui veut à tout prix en découdre, qui veut le pouvoir. Il faudra qu'on se rappelle que cette même opposition, il y en avait dont la base arrière se trouve en Côte d'Ivoire, avait annoncé en son temps que quelqu'un là s'était proclamé président du Mali en étant à Abidjan. Et nous savons aussi qu'il y en avait un autre ancien ministre de cette opposition qui avait, dans un entretien avec le président ivoirien, avait traité les autorités actuelles du Mali de vauriens, des gens qui ne comprenaient rien, qui allaient d'ailleurs se faire avoir, ils allaient vite quitter le pouvoir dans quelques temps, des caisses de l'État seraient inexistantes, etc. Donc il y a eu tellement, pour eux, il fallait, tous les moyens sont bons pourvu que ce gouvernement ne soit plus là. Donc, je pense pas que ça serait, c'est une question de non-anticipation. Ce n'est pas ça pour eux, c'est trouver vraiment toutes les failles possibles pour mettre ce pouvoir
hors de l'État. Or, ce pouvoir, c'est quand même c'est l'émanation du peuple. Ce qui s'est passé, c'est la révolution populaire qui a amené ce pouvoir d'Assimi Goïta et ses amis. Ce n'est pas eux qui sont venus prendre le pouvoir par leur volonté. Nous connaissons bien la situation qui s'était passée et comment est-ce que les militaires ont été invités par les pays, comment d'abord ils étaient reçus, ces militaires-là. Or, ceci n'est pas accepté par cette frange de l'opposition qui estime que c'est plutôt elle qui doit faire les jeux politiques et non pas le peuple malien. Le peuple malien s'est exprimé par millions dans des rues pour soutenir ce pouvoir d'Assimi Goïta. Ça, c'est de un. Et deuxièmement, pour ce pouvoir, on voit bien que pour eux, c'est plutôt la communauté internationale qu'ils veulent, c'est-à-dire que l'ancienne puissance coloniale et tout l'Occident derrière, c'est ça que pour eux, il faudrait vraiment rentrer dans les rangs. Parce que pour eux, la question de l'AES ne les préoccupe pas du tout. Ils n'en sont pas là. Et pourtant, il y a quand même l'AES qui est là. Le Mali, imaginez-vous que le Mali ne soit plus dans l'AES. L'AES devient quoi? L'AES, il est mort. Elle est morte. C'est pour cela que je trouve que leur démarche n'est pas une démarche constructive, une démarche pour l'intérêt de l'Afrique, est une démarche pour fragiliser l'Afrique. Nous sommes dans une situation très délicate de l'Afrique qui est en train de se débattre pour essayer de sortir de ces griffes occidentales qui nous étouffent. Mais eux, ils n'en ont que faire. Pour eux, l'Occident, c'est tout ce qu'il leur faut. Parce que là, ils ont bien dit que eux, c'est la communauté internationale ou rien. Mais ça va pas. Le peuple malien a refusé cette option-là de la communauté internationale. Regardez, il y avait 50 000 militaires étrangers au Mali. Et qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Rien du tout. Eux, ils étaient d'accord avec ça. Comment est-ce qu'on peut avoir 50 000 militaires dans un seul pays pour, soi-disant, pour combattre les djihadistes qui ne faisaient que prendre de l'ampleur? Et depuis lors, depuis que toutes ces forces sont parties, nous voyons bien les résultats. Oui, donc c'est pour ça que je trouve que vous dites qu'est-ce qu'on doit faire, mais ce qu'on doit faire, le cadre, il est là. Le cadre, il est là, il faudrait aller au dialogue intermalien qui est convoqué par le gouvernement, par le président Goïta, qui va s'exprimer là-bas. Et les voix sera entendues. La voix ne doit pas être entendue que dans les rues, dans les rues. Ça peut être entendu dans un cadre justement politique et légal qui est établi par les autorités. À ce moment-là, on dialogue. On ne sont pas arrêtés, ils ne sont pas inquiétés, mais qu'ils aillent là-bas. À ce moment-là, les voix seront entendues. Merci beaucoup, professeur. Alors, Monsieur Apom, d'autres exigent, d'autres préconisent ou proposent la voie du dialogue. Et vous, que proposez-vous pour qu'on trouve solution? Oui, je crois que c'est la voie du dialogue qui est la mieux partagée parce que, l'opposition, moi, je dirais que l'erreur de départ, ça provenait toujours des autorités militaires parce que, étant en situation de guerre, normalement, toutes les institutions devraient être suspendues. Voilà. Mais les autorités maliennes ont compris que cette lutte contre le djihadisme, c'est une affaire de tous les Maliens. Voilà pourquoi la société civile a été activement impliquée. Mais vous comprenez que l'enjeu du terrorisme au Mali ne s'arrête pas seulement au niveau du Mali, mais ça va au-delà des frontières du Mali et même des puissances internationales sont impliquées. L'ONU, la France, les États-Unis sont impliqués dans cette affaire-là. Et donc, c'est un enjeu qui est très élevé. Les organisations de la société civile, les acteurs politiques devront comprendre ça et prendre la mesure qui s'impose dans ce contexte spécifique et travailler en collaboration avec les autorités militaires afin de ramener le calme, la stabilité dans le pays avant d'organiser quoi que ce soit. Les autorités politiques de l'opposition, quand nous parlons de l'opposition, pour moi, je trouve que c'est une erreur, c'est
ce n'est pas non plus, pas seulement une erreur, mais c'est également un vice, parce que étant dans cette situation exceptionnelle où les militaires ont pris le pouvoir, ce ne sont pas des civils qui sont au pouvoir en ce moment, ce sont des militaires. Et dans ce cas précis, il n'y a donc pas d'opposition. Il ne devrait pas avoir d'opposition parce que c'est une situation exceptionnelle. Et donc, je ne sais pas si ces acteurs politiques s'opposent aux actions militaires des militaires ou ils s'opposent tout simplement parce qu'ils sont des partis politiques de l'opposition. C'est incongru. On est dans une situation exceptionnelle. Les activités des acteurs politiques devraient donc s'aligner avec la situation et non de continuer par vivre comme si il ne se passait rien au Mali. Et c'est ça qui est dommage. Les autorités maliennes politiques devront comprendre cela depuis le début et réaménager leur calendrier, leurs agendas en fonction de la réalité jusqu'à la libération du Mali. À partir de là, les institutions de la République malienne vont reprendre vie et les partis politiques pourront valablement jouer leur rôle. Et il est incompréhensible de voir que des partis du Mali sont fermés aux activités politiques de ces partis de l'opposition et ils ne les dénoncent pas, mais ils s'attaquent plutôt à ceux qui libèrent ces partis du Mali. Et c'est ça qui est incongru. Pour moi, je me dis que certainement que ces leaders de partis politiques ont peut-être des soutiens en souterrain et qui les poussent à agir ainsi. Parce que la réalité, elle est là et tous ceux qui sont des vrais observateurs de la situation au Mali s'étonnent de la réaction de cette opposition-là. Et je crois que le dialogue devrait être le chemin que, à la fois, les militaires, la société civile, les acteurs politiques de l'opposition et en tout cas, les forces vives du Mali devront suivre. En tout cas, c'est ce chemin-là qui, pour l'instant, est celle qu'il faut suivre et s'entendre sur, en tout cas, comment chaque entité devra participer pour reconquérir la souveraineté du Mali. C'est bien ça, la triste réalité, mais l'opposition, peut-être qu'ils ont des agendas cachés, peut-être qu'ils ont des soutiens hors du Mali. La preuve, c'est des gens qui se retrouvent sur des médias internationaux pour dénoncer ou pour semer la confusion dans les esprits. Vous êtes sur Afro TV, vous avez très bien fait de nous choisir pour ce débat de tous les samedis, avis de la diaspora. Nous sommes avec nos invités de ce jour. Monsieur Tété Credo, alors en tant que journaliste, dites-nous, quel serait donc le meilleur moment pour la fin de la transition malienne? Non, je ne crois pas qu'avec les soucis sécuritaires, qu'on puisse décréter une période. Donc, si je dis dans 6 mois, dans 1 an, je n'ai pas les outils de mesure pour confirmer cela, mais je crois que les Maliens, ensemble avec les autorités militaires, doivent conjuguer les efforts afin d'éradiquer les problèmes sécuritaires. Donc, c'est une unicité d'action qui fera que le Mali sera pleinement sécurisé et ensuite on envisagera les élections. Mais vous savez, j'ai comme l'impression, ou bien je fais l'analyse selon laquelle de l'amour hier entre les autorités militaires du Mali et Imam Dicko, Mahmoud Dicko, et leur désamour aujourd'hui plombe également les activités du côté du Mali. Parce que nous avons suivi tous l'actualité. Imam Dicko a été l'un des soutiens de ces nouvelles autorités et le désamour qui s'est installé depuis quelques semaines entre ces deux messieurs aussi ne favorise pas un climat un climat de confiance entre les acteurs politiques et les autorités.
Il y a également cet aspect, je crois que c'est le professeur qui l'a soulevé, ou bien Monsieur Apom. Il y a également un aspect de ne pas perdre de vue. Est-ce que le silence de la communauté internationale, autrefois très active dans un autre sens, contre les autorités du Mali, est-ce que ce silence-là, on doit l'interpréter comme quelqu'un qui a abdiqué, ou bien est-ce que nous devons l'appréhender comme quelqu'un qui travaille à l'image de sous-marins pour polluer encore l'atmosphère sociopolitique du côté du Mali? C'est vrai, nous avons vu, disons, ce qui s'est passé entre la communauté de la CEDEAO et les nouvelles autorités jusqu'à ce que le Mali se retire exprimer son intention de retrait de la CEDEAO. Nous avons vu les relations assez conflictuelles entre le Mali et la France et avec d'autres pays. Donc, est-ce que, avec tous ces éléments, on ne peut pas dire, on ne peut pas dire que les ficelles seraient tirées quelque part. Donc, on peut aller dans le constat, mais n'ayant pas les éléments nécessaires, on ne peut pas conclure. Mais ce n'est pas non plus exclu que des mains noires puissent agir à travers les activités politiques ou bien les acteurs politiques du pays. Ils ont été coopératifs dans une certaine mesure sur une longue durée. Donc je crois que avec les efforts qui sont faits sur le plan sécuritaire par les nouvelles autorités, ces efforts doivent être poursuivis. Ce qui suppose qu'on doit aller main dans la main avec les autorités du Mali pour essayer de sécuriser entièrement le Mali avant de penser disons, à la fin de la transition qui doit être actée par des élections pour un retour du pouvoir aux mains civiles. Très rapidement, une autre question pour vous, Monsieur Credo. Si la durée de la transition dépassait, par exemple, la durée d'un mandat au Mali, que direz-vous? Non, mais sachant la particularité de la situation qui prévaut au Mali, donc je le disais tantôt dans mon développement en début, que personne ne peut prévoir aujourd'hui la maîtrise de la situation sécuritaire au Mali. Donc, les autorités continuent toujours par mener des actions de combat contre les groupes djihadistes, mais on ne peut pas dire dans 2 mois, dans 3 mois, ces actions seront totalement éradiquées. Donc, il va falloir qu'on puisse conjuguer les efforts, comme je le disais, afin d'arriver au moins à 90% de sécurisation du pays avant de penser à des élections. Cet avis ne va pas plaire aux acteurs politiques parce que eux, ils sont tellement pressés par la reprise du pouvoir et, disons, l'antagonisme qu'il y a aujourd'hui entre l'imam Tiko, qui est une figure importante du pays, et ses amis d'hier, Assimi Goïta et sa compagnie, donc ne favorise pas également l'ambiance dans ce pays. Professeur, dites-nous, si la question de la date de la fin de la transition cause problème, quelle serait donc la proposition que vous pouvez faire en tant qu'intellectuel de la diaspora? Bon, d'abord, la proposition, c'est de voir l'intérêt de la population malienne. Aujourd'hui, la population malienne, son intérêt, c'est d'abord de vivre dans un pays sécurisé, premièrement. Deuxièmement, c'est de pouvoir manger à sa faim. Troisièmement, c'est que l'école des enfants puisse se passer en bonne et due forme. Et quatrièmement, que les soins médicaux se donnent, soient effectifs partout. Donc, ça, c'est l'enjeu. Donc, l'enjeu est celui d'une amélioration socio-économique de la société malienne. Et ce sont pas les élections qui vont venir arranger cela. Nous savons bien que c'est que nos partis politiques dans nos pays, les partis politiques, il y en a tellement. Nous sommes les seuls pays au monde où il y a autant de partis politiques pour une population donnée. Vous savez que pour prendre le cas du Congo, il y a 910 partis politiques là-bas. Comment voulez-vous à ce moment-là qu'on puisse penser à avoir une action politique sérieuse en faveur de la population? Donc on voit bien que ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. C'est la même chose au Mali. Donc je dis que maintenant, nos amis
de la société, de la société politique malienne devrait se ressaisir pour penser l'intérêt du peuple malien. Le peuple malien est en train de pleurer. Le peuple malien dit qu'il n'en peut plus à cause de cette situation de terrorisme qui a tellement endeuillé de nombreuses familles. Il vaut mieux mettre fin à cela et donner l'espoir au pays. Donc, et alors, en deuxième lieu, je crois que c'est ça qui, pour moi aussi, qui est aussi important, c'est quand même de voir l'effort qui est fait par nos autorités maliennes, mais en concertation avec les autorités du Burkina et du Niger, pour offrir à la population un espace socio-politique et économique qui vraiment sortir nos populations de la prison dans laquelle nous a enfermés les fameuses divisions de Berlin. Donc nous voyons ici qu'il y a quand même il y a un effort qui est fait et qui n'est pas à négliger. Donc je trouve que ce serait quand même dommage qu'on puisse remettre cela en cause. C'est pour cela que moi je demande aux autorités du pays, aux autorités maliennes, de faire ce qu'ils ont fait, donc de reprendre l'initiative telle qu'ils l'ont reprise, mais également de se concerter avec leurs amis du Mali, du Burkina et du Niger pour avoir une vision commune de la fin de ce qu'on appelle appeler donc pour l'avenir, pour ne pas dire la fin de la transition, mais pour l'avenir, comment il va se passer. Je veux dire que maintenant qu'il y a un état-major commun pour l'armée, mais il faudra aussi qu'il y ait, on voit bien qu'il y a une urgence d'avoir un ministère commun de l'intérieur qui va maintenant se pencher sur la question des élections, s'il le faut, sur la question plutôt de l'avenir politique de cet espace-là, parce qu'il n'y a pas que des élections, on peut s'en passer, on peut faire autrement. Dans le monde, il y a beaucoup de pays, et notamment du côté de l'Asie, qui ont d'autres modes de fonctionnement et qui marchent tout aussi bien. Donc le mode de fonctionnement qu'on nous impose, soi-disant, des partis politiques, n'est pas le seul. Il y en a bien d'autres. Donc je demande à nos autorités maliennes de se concerter avec les autres au sein de l'espace Liptako Gourma pour que le cadre sociopolitique et économique et monétaire qu'ils ont mis en place puisse être là pour que la population puisse enfin être soulagée. Merci. Monsieur Apport, à quand la fin du dialogue? Quel serait le meilleur moment pour, disons, la fin de la transition, je voudrais dire, au Mali, puisque beaucoup sont à bout de souffle maintenant par rapport à la transition et disent que peut-être que si ça dépasse encore trop les limites, le peuple pourrait réagir. Vos réactions? Merci. Je crois que pour le peuple, il n'y a pas de problème en fait, parce que le peuple est en parfaite communication avec les autorités maliennes. Et des femmes, des enfants qui sont, excusez-moi le terme, tués chaque jour que Dieu fait, par dizaines, par centaines, par des djihadistes. La population malienne a compris le rôle fondamental que les militaires au pouvoir sont en train de jouer. Donc, je crois que la population malienne a parfaite communication avec ces autorités-là. Le problème, c'est avec les acteurs politiques dits de l'opposition, parce que aujourd'hui, plus que jamais, tout est clair. Les djihadistes ont pris le pays. Le Mali est en lambeaux. Il faut recoudre le Mali dans son ensemble et reconquérir les périmètres du Mali avant quoi que ce soit. Une date pour la fin de la transition ne réglerait pas le problème parce que Assimi Goïta l'a reconnu lui-même. Et après avoir donné cette date du 26 mars, on s'est rendu compte que ce n'est pas possible. Combien d'années les militaires français ont fait au Mali pour chasser les djihadistes qui n'a pas marché? Et d'autres acteurs militaires d'autres pays également qui n'a pas marché. Et pourquoi c'est aux autorités maliennes qu'on voudrait imposer une date?
Je vous rappelle que les États-Unis ont fait 200 ans de transition. Et donc, il n'y a pas question pour une transition d'avoir une date limite. La situation doit être épongée avant donc de penser à la fin d'une transition dans un pays. Les réalités ne sont pas les mêmes. La transition finira quand l'objectif du départ sera atteint, c'est-à-dire reconquérir la souveraineté du peuple malien, asseoir la stabilité politique, et économique et sociale. Et là, on pourra donc consacrer cette fin de transition et maintenant relancer le pays. Donc, pour l'instant, je ne pense pas qu'il était important d'envisager une date. Il faudrait tout simplement que la classe politique de l'opposition, qui est pressée de prendre le pouvoir, comprenne. Parce que si on fait quelques 2 ou 3 pas en arrière, on se rendra compte que cette affaire d'élection n'a pas résolu le problème. On avait d'abord, je crois, ATT, qui était là et qui également affrontait les djihadistes. Et il est tombé par coup d'État, je crois. Et après, c'est l'autre qui a suivi maintenant, IBK. Ça n'a pas toujours changé. Parce que si les acteurs de l'opposition précipitent des élections et qu'on leur accorde cette élection, le gouvernement civil qui va arriver va subir un autre coup d'État et peut-être va favoriser le développement rapide du djihadisme. Et qui va encore venir sauver le Mali, ce sera encore des militaires. Autant laisser le temps aux militaires de finir le travail parce qu'ils font des preuves et tout le monde le voit. Les résultats sont là. Donc, leur laisser le temps d'achever, de parachever cette mission, libérer le pays et engager le pays sur la voie du développement. En ce moment seulement, on pourra parler de la fin de la transition au Mali. Une main noire certaine est en train de tirer les ficelles parce que les interférences internationales, la CEDEAO, la France, les États-Unis, ce n'est pas à négliger. Ce n'est pas à négliger. Ce sera la fin de cette première partie de votre émission Avis de la diaspora. Monsieur Credo Tété, dites-nous rapidement quelle est votre conclusion pour cette première partie concernant donc le sujet sur le Mali en 1 minute, puisque nous avons 3 minutes pour faire la conclusion pour cette émission, cette première partie. Non, je dirais tout simplement que tous les fils du Mali doivent conjuguer leurs efforts pour acter le volet sécurité du pays. Donc, lorsque la sécurité sera en pleine, sera entière, on peut envisager entre acteurs politiques et autorités militaires aller à des élections. Il faut, nous convenons, un retour du pouvoir aux civils, mais le plus important, c'est d'arriver à juguler la question sécuritaire au Mali. Merci, monsieur Tété Credo. Alors, professeur, dites-nous quelle est votre conclusion en 1 minute pour cette première partie. Ben, ma conclusion est que les militaires ne sont pas des ennemis des civils au Mali. Nous avons vu au Sénégal que le nouveau gouvernement, pourtant élu démocratiquement, comme on dit, travaille avec des militaires. Pourquoi eux trouvent que les militaires doivent dégager? C'est eux et eux seuls qui doivent diriger le pays. Le pays peut être dirigé par des militaires. Les militaires sont des citoyens comme tous les autres. C'est pour cela que moi, j'en appelle pour terminer les autorités maliennes de se mettre en contact avec les autorités sénégalaises actuelles pour renforcer l'AES afin que cet espace-là devienne un véritable espace de paix et de confort pour la population qui veut vivre en paix et veut vivre dans son pays, dans un espace sécurisé et un espace bon où il fait bon vivre. Voilà ce que je demande. Merci, professeur. Alors, monsieur Apom, Léandre, votre conclusion sur le sujet du Mali. Je crois que pour cette conclusion, je dirais tout simplement, je félicite les autorités maliennes qui ont pris cette décision courageuse malgré les tapages et je leur demande donc de se focaliser sur l'objectif de départ et de ne pas céder à la pression. La classe politique de l'opposition actuelle, et ce terme est un abus parce que pour l'instant, l'animation de la vie politique
au niveau du Mali n'est pas encore effective, vu que le Mali est dans une situation d'exception. Et donc, il ne devrait pas avoir d'opposition en ce moment. Donc, tout ce qui se passe, ce sont plutôt des agitateurs et qui sont peut-être des marionnettes de certaines personnes qui tirent les ficelles en souterrain. Donc, je crois que le peuple malien, lui, a compris et soutient toujours les autorités militaires, qu'il continue par soutenir les autorités militaires et que les autorités militaires ne cèdent à aucune pression jusqu'à la libération totale du Mali, jusqu'à la reconquête de la souveraineté malienne. Merci. Merci à vous d'être avec nous, chers amis téléspectateurs. C'est la fin de cette première partie. On va faire une pause juste de 30 secondes. On va s'énergiser et revenir juste après cette pause. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur AfroHub TV ou contribuer à l'évolution de la chaîne de la diaspora africaine AfroHub TV? Contactez-nous sur le +1 319 462 89 79 ou sur le www.afrohubtv.com. Merci de soutenir votre chaîne AfroHub TV par Cash App ou par Zelle sur le +1 319 462 89 79 ou par PayPal sur afrohubtv2020@gmail.com. AfroHub TV, c'est l'Afrique qui gagne.